En fin de matinée, j'ai recherché, j'avais une photo de la place de Pont-Saint-Pierre où on voit l'emplacement du magasin à mon père et puis le café du commerce, oui, c'est ça, du commerce sur le côté. Mais je ne suis pas remis la main dessus. Et c'était vraiment une photo de vraisemblablement de l'année où mon père s'est installé, dans les années 50, 51, 52, quand il s'est installé à Pont-Saint-Pierre, quoi. Donc c'est lui qui a créé à Pont-Saint-Pierre la clinique de la Monte. Mes parents ont habité à Pont-Saint-Pierre, au 93 Grande Rue. C'est juste en face le magasin au Hongtil. Je suis arrivé là à 8 ans, donc en 1955. Tu vas vers la sortie, il y a une maison qui est au-dessus de l'eau, là. Enfin, mes parents et moi, on a habité là pendant une quarantaine d'années, quoi. Normalement, ils n'avaient pas le droit, mais parce qu'elle est frappée d'alignement et ils devaient toujours agrandir la route. Mais je te parle de ça il y a entre 50 et 60 ans, quoi, hein. Donc tu vois, et la maison, elle est toujours là, et la route n'a toujours pas été plus... Elle déborde un peu sur la route, quoi, puisque la rivière passe en dessous, quoi. L'avantage au début, c'est que, par exemple, les toilettes tombaient directement dans la rivière. Je ne devrais pas le dire, mais que ce soit l'eau courante ou le tout à l'égout, c'est pas si vieux que ça, hein, c'est 25-30 ans, et l'eau courante, chaque maison à Pont-Saint-Pierre avait ça. On avait une pompe, hein, bon, au début c'était une pompe à main, après c'était des pompes. À Pont-Saint-Pierre, la nappe phréatique, elle est à 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, donc à 5-6 mètres à l'époque, ils pompaient l'eau dans les nappes phréatiques, pas à plus de 7-8 mètres, parce que l'eau, elle est partout à Pont-Saint-Pierre, hein. Donc tu as l'Andelle, et puis tu as tous les qui se redivisent, et qui repartent, qui se regroupent, puis qui se jettent à Pitt, quoi. Mon père, son surnom le plus connu, c'est Bijou. Et l'autre, c'est Goutte d'huile. Parce que mon père était horloger, ce qu'il s'appelait horloger rabilleur. Le plus gros de son boulot, c'était la réparation, montre, réveil. À l'époque, il n'y avait pas de montre avec des piles. Donc il y avait beaucoup de montres mécaniques. Les gens, par exemple, quand leur montre, elle était arrêtée, donc ils ouvraient la montre, et tous les engrenages et tout, c'est un axe, et ils sont entre deux petits supports qui sont en rubis. Et quand il n'y a plus d'huile, ça fait comme ton moteur. Là, par exemple, demain, tu enlèves toute l'huile de ton moteur et puis en bas de la côte, tu tombes en panne. Donc c'est un peu pareil. Il ouvrait la montre, une petite goutte d'huile, les gens y repartaient. Souvent, c'est ce qu'il disait aux gens. Ce briquet-là, ça lui est resté, quoi. Par exemple, les comptoises comme ça, souvent, il en faisait une corvée le dimanche. Il démontait tous les mécanismes. Dedans, il y a 10, 15, 20, vingtaine de pignons. Il les nettoyait, alors ce qu'ils appelaient ça l'alcali, ça sentait très fort, donc ils faisaient ça ou dans le sous-sol, ou quand on habitait à Pont-Saint-Pierre, ils faisaient ça dans la maison. Puis ma mère lui donnait un coup de main, ça, une fois qu'ils étaient bien propres et tout, donc il les remontait après tranquillement. Disons, avant qu'on vienne vraiment habiter à Pont-Saint-Pierre, des fois les jeudis, parce que mon père, en plus, il venait en car à Pont-Saint-Pierre. On prenait le car à Beauce, puisqu'on habitait à Beauce à l'époque, et donc des jeudis, il m'emmenait à Pont-Saint-Pierre avec lui, donc je passais la journée avec lui. J'allais aussi de temps en temps jouer avec le fils du boucher en face, il s'appelait Artu. J'allais jouer avec les copains, ou là derrière l'espèce de petit square qu'il y a. Donc avant, l'espèce de fontaine, là, il y avait de l'eau dedans et tout. On allait récupérer les têtards qu'on mettait dans des bocaux. Donc il y avait quelques petites grenouilles et tout. On jouait souvent, on jouait là, parce que il n'y avait pas de circulation, il n'y avait pas de voiture, Puis c'était pratiquement fermé. Puis après, derrière, c'était le stade. Comme il m'emmenait aussi, des fois, chez son grossiste, acheter ses pièces et tout, j'ai pas mal navigué dans ce milieu-là, quoi. Parce que c'est de voir mon père travailler, par exemple, aussi, quand t'es gamin ou t'es plus jeune, avec la loupe sur l'œil, tu vois, puis toujours les t'habiller assez haut, c'est le mieux de t'habiter au moins là, et puis toujours de voir des toutes petites pièces et tout ça. Par exemple, une anecdote, un jour, mon père était en train de bricoler un truc et il perd une pièce,
Bon, donc il dit à Marie que tiens, aide-moi à chercher et tout. Puis bon, il cherche. Et puis d'un seul coup, Marie se met à rigoler. Et la pièce, elle était sur les cheveux à mon père. Elle était sur sa tête alors que tout le monde était à quatre pattes par terre, quoi. Il y avait plusieurs, disons, représentants de ça qui voulaient qu'il développe un peu la vente, mais c'était pas son truc. À côté de l'horlogerie, il y avait une banque. Il y avait c'était la BNP. Quand ils ont arrêté, peut-être en 1980, la banque a fermé ici. Et après, quand monsieur et madame Roussel ont racheté, ils ont donc agrandi le magasin. Ils ont récupéré 3-4 mètres de large sur la profondeur de la maison. Les Roussel ont plus travaillé à développer la vente. Ils prennent aussi les réparations, mais ils sous-traitaient à une personne comme mon père qui travaillait aussi pour 2 horlogers de Rouen, par exemple. Il y a une horlogerie qui s'appelait Kenville, mais maintenant ça n'existe plus. Mais il travaillait aussi pour Lepage. Ouais, c'était le mardi, je crois. Ouais. Qu'il allait s'approvisionner en pièces. Il y avait un gros grossiste à Rouen. Les pièces qui changeaient, c'est pas lui qui les fabriquait. De temps en temps, il les bricolait parce que soit il en retrouvait pas, mais pour tous les modèles courants, petites pièces, il savait pas les faire, mais rebricoler des pièces un peu plus grosses. Il avait même dans son atelier un petit tour à main. Disons, mon père, il est devenu horloger, comme il est né en 22, en 42, il a été STO, service travail obligatoire. Donc, mais quand il est revenu d'Allemagne, je suis en train de chercher le nom. Enfin bref, ils lui ont asséché un poumon. C'est-à-dire que quand il était jeune, jusqu'à ce qu'il parte à l'armée, il était boulanger. Mais après, avec un poumon en moins, après, donc, il a été dans un sanatorium, apprendre des métiers où il n'y a pas d'effort physique, quoi. Donc, à l'horloger, il est là avec sa loupe, assis. S'il n'a pas fait fortune, c'est mieux. Il y avait plein de gens qui ne faisaient pas payer, alors qu'il aurait pu dire oui, ta montre ne marche pas, bon, tu la récupères demain, je la répare. Alors que là, ça lui demandait 5 secondes, puis la montre a redémarré. Bon, ouais, puis il était pas avare de paroles avec les gens, quoi. Il discutait facilement avec les gens, quoi. En plus, lui aussi, il aimait bien le foot. Enfin, lui, il jouait pas au foot, mais il allait souvent voir les matchs à Pont-Saint-Pierre. Pont-Saint-Pierre, ça a été une très grande équipe. Hein. Moi, j'ai joué au foot pendant 22 ans à Pont-Saint-Pierre. J'ai été pendant 2 ans ou 3 ans aussi dirigeant. Mais c'est vrai disons, Pont-Saint-Pierre, c'était quand même un club, à un moment donné, Pont-Saint-Pierre a été finaliste de la Coupe de Normandie. Un petit club comme ça, pour être finaliste de la Coupe de Normandie, par rapport à Rouen, par rapport à Caen, Le Havre, etc., ça fait un petit peu comme la Coupe de France, les petits poussés qui arrivent des clubs de 3e, 4e division, qui arrivent en demi-finale de la Coupe de France, qui jouent contre Monaco ou le PSG. Bon, tu t'imagines Pont-Saint-Pierre jouer contre le PSG. C'est pour les joueurs du club, pour le club, c'est un super souvenir. Tu fais ça qu'une seule fois dans ta vie. Enfin, même après, même au foot, je sais pas si même encore maintenant ils s'en servent peut-être. Je sais pas s'il y a des douches dans les vestiaires vers là-bas. On a vu, oui, quand ils ont dû refaire les vestiaires, ils ont dû mettre des douches. Donc il y avait une espèce de petite salle d'attente et il y avait quoi, 8 ou 9 douches à peu près, hein, pas plus. Hein. Donc on attendait son tour. Donc on donnait, comme ma mère avait des bons de douche par Briffaut, donc on allait à la douche, on donnait le bon à la femme du garde champêtre qui était derrière son guichet, et puis on attendait notre tour. Hein. Ah oui, je sais pas jusqu'à quel âge, hein, parce que après, comme mes parents ont retapé la maison et tout ça, le temps que tous les travaux se fassent, mais ça je m'en rappelle avoir été en tant que gamin, quoi. Les gens peuvent aussi me poser la question, pourquoi j'ai pas fait l'horlogerie ? Pourquoi ? Honnêtement, à 14 ans, je savais pas ce que je voulais faire. Bon. En plus, à Pont-Saint-Pierre, il y avait le collège.
d'enseignement technique derrière, là où il y a la piscine. Moi, habitant là, à côté de l'église, 300 mètres après, c'était le collège. J'ai fait un CAP d'ajusteur. Comme j'étais pas trop mauvais à l'école, les profs ont voulu que je continue, mais moi, je voulais absolument travailler. Donc j'ai travaillé, puis après, j'ai repris l'école après l'armée. J'ai passé un CAP de dessinateur, un brevet professionnel de dessinateur, et puis après, j'ai fait les arts et métiers en dehors du travail. J'ai fait 15 ans de Briffaut, non, c'est Gasfio. 12 ans de Briffaut. Après, je suis rentré chez Filbert sans passer d'essai ni rien, parce que c'est en jouant au foot. Et il y avait un dénommé Jean-Claude Roulet, chef du commercial. Je lui ai, entre guillemets, raconté ma mésaventure. J'avais été passer un essai aux Échelles à Remilly, là. Et puis le gars, il me dit d'accord, vous êtes embauché. Et puis quand on est revenu voir le directeur, il me fait comme ça, il me dit, vous savez, j'en embauche 2, mais je garde le meilleur. Puis comme ça, je racontais cette histoire-là dans le vestiaire. Et puis Roulet, tiens, je cherche un gars au commercial. J'avais jamais fait de commercial. J'ai dit, ouais, mais t'inquiète pas, avec ton niveau, machin. Donc j'ai fait pendant 5 ans du commercial chez Filbert. J'ai eu de la chance, j'ai fait que 3 entreprises en travaillant 42 ans et demi. Et puis j'ai fini ma carrière directeur technico-commercial d'une boîte de mécanique qui faisait des machines spéciales. J'ai pas eu à courir après le boulot. C'était l'époque aussi où c'était un peu plus facile pour trouver du travail, quoi. Les gens pouvaient quand même, entre guillemets, changer de patron quand ils... pas quand ils voulaient, mais bon... Par exemple, Briffaut s'est vidé de gens quand DBA Stop s'est installé aux Dents. Comme ils avaient à peu près les mêmes machines, le même système, donc pour certains, ça a été une promotion. J'ai jamais souffert d'une mauvaise ambiance. Briffaut, il y a eu des petits soucis un peu syndicaux ou des trucs comme ça, mais bon, c'était pas méchant, quoi, ça allait pas très loin. Filbert, c'est pareil, on n'était que 120. Filbert, 99,9% des gens de chez Filbert, c'était des gens du coin. Filbert, avant qu'ils déménagent dans la côte, ils étaient dans le milieu de Pont-Saint-Pierre, là où il y a le garage abandonné, là. Le bâtiment était relativement petit, ils étaient déjà une cinquantaine, une soixantaine, et c'était que des gens du coin. Et le patron de chez Filbert, c'était M. Fleury, qui était président de la Ligue de foot de Normandie. Donc chez Filbert, je ne vais pas te dire que tous les ouvriers, c'était des footballeurs, parce qu'il y avait quelques anciens et tout ça, mais disons, 50, si tu étais footballeur, tu te présentais chez Filbert, t'avais déjà la moitié de ton embauche, quoi, hein. Après, ils ont déménagé. Après, ça a été des structures un peu plus importantes, parce que Filbert a été vendu au groupe Bonnat. Le groupe Bonnat appartenait à la Compagnie Générale des Eaux. Le directeur, après, de chez Filbert, c'était un Parisien, c'était pas un gars du coin, quoi. Donc, mais l'ambiance était restée quand même assez bonne quand même, parce que il y avait beaucoup de gens du coin qui y travaillaient. Et puis, l'esprit des footballeurs y était aussi toujours. En plus, M. Fleury, il avait 5-6 tâches semi-politiques, tout ça, dans le secteur. C'était déjà un gars disons, au niveau de l'entreprise, je ne vais pas dire qu'on ne voyait pas, assez peu, mais bon, pour les gens du coin et tout ça, il était assez sympathique. Et si les gens avaient un problème ou un truc comme ça, ils s'en occupaient. Moi, je suis rentré chez Filbert en 1977. Disons, au niveau mécanique, c'était une boîte très moderne, hein, très bien outillée. On travaillait surtout sur des assez gros marchés, que ça soit pour Saint-Gobain, pour la pétrochimie. On travaillait aussi à peu près à 50% pour Bonnat. On faisait par exemple des moules pour des tuyaux de 3 mètres jusqu'à 3 mètres 500, 5 ou 6 mètres de long, jusqu'au diamètre de 300. Donc toutes les usines Bonnat, il y en a, je ne sais pas combien en France. Et puis à l'époque, ils avaient construit une usine en Turquie et une usine en Égypte, donc toutes les machines étaient fabriquées ici. C'est pour ça que Bonnat ou la Compagnie Générale des Eaux ont acheté Filbert, parce qu'ils avaient les machines pour usiner, pour former, pour fabriquer tous leurs moyens de production derrière. Non, Filbert était, disons, tant qu'ils étaient sous Bonnat et la Compagnie Générale des Eaux, ils avaient du matériel, ils étaient bien équipés.
On n'était que 120, mais en plus, disons, certaines machines importantes travaillaient en équipe et tout. Non, non, techniquement, c'était bien et c'était intéressant parce que, disons, par exemple, à l'époque, ils avaient investi déjà dans les machines à commande numérique, ils avaient déjà dans les... moi, même avant que je parte, des centres, des centres d'usinage, ils avaient bien investi, bien dans les domaines où ils étaient bons, c'est-à-dire la grosse métallurgie, les grosses machines, etc. Donc ils étaient très très bien outillés. Oui. Techniquement, on n'était pas en retard. Hein. Celui qui travaillait chez Filbert, il pouvait aller travailler n'importe où après. Disons, Filbert a dégénéré, entre guillemets, c'est-à-dire que Bonnat s'est séparé de Filbert, a été racheté par, je ne sais plus trop quelle boîte, et puis après ça a périclité, parce que c'est vrai que Bonnat amenait quand même, par exemple, la Compagnie Générale des Eaux passait à Filbert en commande sur tout le réseau d'eau de Paris, toutes les vannes de Papillon, de 3 mètres 500 de diamètre à la petite vanne de 300 ou 400. Quand il y a eu après le problème de se séparer d'un gros client, là oui, ils ont eu un peu plus de mal à se mettre sur le marché de la sous-traitance. Après, il fallait être plus réactif, plus compétitif aussi, parce que les clients, après, ils cherchent que les gens, au niveau technique, ils puissent réaliser leurs commandes, mais aussi au niveau du prix. Les gens, ils recherchent deux choses, la compétence et le prix. Hein, c'est bon. Quand Filbert a déménagé, tu vois, là où est le garage, là, ils ont construit les bureaux et les bâtiments avec, je te dis, des fosses pour pouvoir fabriquer leurs moules de tuyaux verticaux et tout, qu'il n'y avait pas ici. Ici, les gens, ils bossaient les uns sur les autres. Enfin, c'était devenu trop petit ils pouvaient pas se développer parce que là, la route devant, et puis derrière, t'as l'Andelle qui coule juste derrière. Donc là, ils n'auraient jamais pu agrandir. On a fait la première soudeuse de rail pour les TGV. Le premier TGV, il a dû démarrer en 86, 87, comme ça. Et donc, dans les années 80, je ne me rappelle plus l'année exacte, on avait été consulté. Les rails actuellement, par exemple, qu'il y a là sur la voie ferrée qui passe en bas, c'est des morceaux de 30 mètres. C'était mieux, à l'époque, ils soudaient donc 10 morceaux de 30 mètres de rail. C'est-à-dire que chaque rail, on les chopait, il y avait une fraiseuse à 2 têtes, on fraisait les deux morceaux, c'est-à-dire on redressait mécaniquement les 2 faces de rail. Il y avait un solénoïde qui, disons, rougissait l'extrémité du rail, et ils étaient soudés par forgeage. Après, ça passait dans une ébavureuse, on enlevait le plus gros, et après, ça passait sur une meuleuse pour bien meuler le bourrelet de métal, parce que quand tu forges comme ça fait un bourrelet de métal un peu partout, donc un peu plus loin. Tu avais le bourrelet de métal qui était, meulé, mais par des meules automatiques, quoi. Et après, le morceau, quand on avait soudé 10 morceaux, hop, il s'en allait sur un banc, il s'en allait un peu plus loin. Par exemple, tu vois, le genre de grosses machines qu'on fabriquait chez Filbert, tu vois, c'est... Les bâtiments, là, on les voit de la route, ils sont même énormes. Hein. La première entrée, là, c'était là, après... Moi, avant que je parte, ils avaient commencé à installer quelques machines d'usinage. Après, c'était la chaudronnerie. Un petit peu plus loin, quand tu rentres, après à gauche, c'était tout le stockage matières premières et puis débit. Il y avait au moins 2 ou 3 tables d'oxycoupage. On pouvait oxycouper au moins jusqu'à 6 mètres de long, 6 mètres par 2 mètres 500, parce que les formats de tôle, en général, ils font 2 mètres 500 jusqu'à au moins 6 mètres. Ils sont en général pas plus larges que les largeurs de camion. Donc là, c'était le stockage et le débit. Et derrière, c'était toute la partie usinage, les raboteuses, les fraiseuses. Et puis après, il y avait le hall de montage. Quoi. Le chef de la chaudronnerie, là, je le rencontre de temps en temps. Là, Amboise, il est toujours dans le coin aussi. Mon frère aussi, il a fait toute sa carrière.
chez Filbert. Je dirais que les gens du coin, les gens de Pont-Saint-Pierre, il y en a pas mal qui travaillaient chez Filbert. Du fait qu'il y avait un collège d'enseignement technique, comme à Pont-Saint-Pierre, il y avait une section ajustage, chaudronnerie et menuiserie. Donc la mécanique, c'était aussi les ajusteurs, et puis toute la partie chaudronnerie, parce qu'il y avait, même chez Filbert, il y avait beaucoup de chaudronnerie. Ils faisaient beaucoup de moules pour tout ce qui est tuyaux, justement, c'était 60 ou 80% de la chaudronnerie, quoi. Ma mère, elle, c'est pareil, elle a travaillé chez Pierreval, et après, elle a fini sa carrière chez Briffaut aussi. Donc quand je travaillais chez Filbert, je déposais ma mère et ma belle-sœur chez Briffaut, j'allais chez Filbert, et puis après, c'est mon frère le soir, lui quittait, il récupérait sa femme, et puis ma mère qui travaillait chez Briffaut. Briffaut, on était... moi, quand je suis parti, on était quand même 600 personnes, donc il y avait, disons, Pierreval, quand ils étaient là dans la partie où il y a tous les garages et tout, ils étaient, je sais pas combien, plus de 100 personnes, hein, alors que là-haut, ils font que juste de l'embouteillage, il y a, je sais pas, sur la ligne de production, ils sont peut-être 12 personnes, hein, pas plus. Hein. Disons, l'avantage de la vallée de Landelle, là, du début de la vallée de Landelle, il y avait quand même beaucoup d'entreprises qui employaient beaucoup de gens quand même, quoi.